De nous rejoindre sur l'Intelligent TV pour cette édition de l'Intelligent Club. Deux sujets sont au menu de cette émission. Procès Valérie Yapo, PDCI RDA, ce qui s'est passé au tribunal ce jeudi 15 mai. Ibrahim Traoré, AES, souveraineté et présidentielle en Côte d'Ivoire. L'africanisme ouvre le débat ce jeudi à partir de 20h GMT sur les réseaux sociaux. Soro Djabiga, Jean-Richard Nguesson, merci de votre présence sur le plateau pour le décryptage de ces différentes actualités. Le top départ dans quelques instants. Le procès tant attendu du 15 mai entre Valérie Yapo et le PDCI RDA s'est effectivement déroulé ce jeudi 15 mai tel que prévu. Au bout du suspense, un énième report pour le 22 mai avec en toile de fond une demande de dédommagement à 1 franc symbolique de la plaignante. Son avocat et elle-même se sont prononcés à l'issue de l'audience. Quand il y a des décisions, dans le principal, il y a ce qui est bien, sur le français aussi. Vous pouvez envoyer un décision en français on condamne sur le principe de ce qu'il y a eu infraction, il y a un principe de condamnation. Et puis on donne des dommages intellectuels. Je retrouve que dans cette situation, si on annule une décision, mais aussi on a fait un service sur du dommage intellectuel, c'est que ça, la décision a créé comme dommage. Et vous pouvez voir, justement, vous allez revenir dessus. Ce que je voulais dire, madame, si je ne peux pas, si vous ne pouvez pas venir saisir la justice, je serais radié aujourd'hui. Ils n'auraient jamais rien aidé. Parce que pour eux, l'objectif, c'est de me chasser du PDCI. Parce que je dénonce la tricherie de M. Thiam à la tête du PDCI hier. Il ne remplissait pas les conditions. Ce n'est pas sa nationalité au départ. C'est quand il a avoué qu'il s'est libéré de son allégeance française, c'est le lendemain qu'il m'a radié. Parce que j'en parlais, je doutais. Mais c'est pas en train de rien. Mais quand il a fait l'aveu, je dis, mais voilà ce que je dénonçais. Vous comprenez? Si je ne vais pas payer des avocats, j'ai pris mon enfant, j'ai payé des avocats. Et je suis fier d'eux aujourd'hui, depuis 2 mois, on est là-dessus. Si je ne veux pas payer des avocats, je serais radié du parti pour lequel j'ai souffert. Et vous trouvez que c'est juste pour une femme. Et j'ai voulu tout à l'heure m'être suivi dire que M. Duncan, M. Aoussou, ils ont été radiés aussi. Mais c'est pas la même chose, ils sont allés au RHDP. Moi, je ne suis jamais allé en 30 ans dans notre parti, je n'ai jamais discontinué. C'est pas la même chose. J'ai été radié parce que je dis à M. Titan, tiens, vous trichez. En interne. J'ai été radié pour ça. C'est ça que je suis. Et c'est peut-être la position du parti, c'est que je suis. Qu'est-ce que vous comprenez? Maintenant, ils l'ont défendu, mais ils n'ont jamais gagné de procès. Puisque j'ai été envoyé à Maca 2 jours. Ils sont venus de façon bénévole, c'est pas vrai. On a payé, le président était à payer 20 millions. Alors vous comprenez? Et tout ça, malgré tout ça, on ne m'appelle pas pour une réconciliation, on continue de m'injurer. Et vous que j'accepte ça? Non, même en France, vous n'aurez pas accepté ça. Soro Djabiga, la question désormais de la destitution de Tidjane Thiam est évacuée, comme on le constate à l'issue de l'audience de ce jeudi 15 mai. Quel sentiment vous laisse la réaction de Dame Valérie Yapo au terme de ce procès, c'est vrai, dont le délibéré est ajourné pour le 22 mai prochain? Tout de suite, elle réagit, elle estime qu'elle a tout de même obtenu gain de cause puisque il lui a fallu lutter selon elle pour être réintégrée, sinon elle aurait été radiée si elle n'avait pas engagé ce bras de fer judiciaire avec sa formation politique. Merci Adi. Animé par un sentiment de déception, parce qu'il faut dire que le PDCI est passé à 2 doigts de perdre sa stabilité, de perdre son honorabilité, avec les accusations mensongères qui ont pesé sur lui, avec toutes les menaces qui ont pesé sur lui. Et le PDCI a été secoué au point de ne même pas mener ses activités internes pendant tous les processus qui ont émaillé la période électorale, la période préélectorale. Et aujourd'hui, on entend Dame Valérie Yapo dire, si je n'avais pas payé des avocats, je serais radié du PDCI pour lequel j'ai tant souffert. Maître Suibi, qui était mon collègue au secrétariat exécutif, sait qui je suis. Avec tout ça, on ne me parle pas de réconciliation, on continue de m'insulter. Je retiens le mot réconciliation qu'elle a brandi, qu'elle a prononcé. Quand on veut une réconciliation, on ne convoque pas ses parents à la justice. Il y a un comité de sages au sein du PDCI, il y a plusieurs structures spécialisées au sein du PDCI, il y a un bureau politique.
Le PDCI est réputé, est qualifié pour être un parti de gérontocrates. On s'amuse à le dire, mais c'est une réalité. Tout autant de sages qui sont dans ce parti, toutes ces personnes auraient pu intervenir. Elle a sauté toutes ces personnes pour aller exposer le problème dehors. Et aujourd'hui, elle se rend compte qu'on pouvait s'asseoir et parler de réconciliation. Elle a été sanctionnée, mais ce n'était pas une sanction personnelle qui la visait. Il y a plusieurs membres du parti qui ont été sanctionnés pour cela. Elle a saisi la justice. Le parti a fléchi genou, le parti l'a relaxé des sanctions qui pesaient contre elle. Elle ressort aujourd'hui, elle demande un franc symbolique. Mais le mot symbolique qu'elle prononce va se retourner contre le PDCI. Parce que si on la dédommage, c'est-à-dire qu'il y a une sanction, il y a une condamnation qui a été prononcée contre le PDCI. Le PDCI ne peut pas la sanctionner si le tribunal ne l'a pas sanctionné. Et si le tribunal sanctionne le PDCI, c'est une victoire pour elle, c'est une victoire historique. Ça veut dire qu'elle a dit la vérité sur toute la ligne. Et que le PDCI a vraiment triché, et le PDCI a vraiment commis ses erreurs, on ne peut pas la sanctionner. Même au nom de l'harmonie du parti, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre pour l'histoire. Donc je pense que ce sont des fantaisies qu'on aurait pu éviter. C'est un mouvement d'humeur. Ce qu'elle dit, c'est légitime. Elle demande à être dédommagée parce que selon elle, elle a subi des préjudices. Ça, c'est un ressenti, c'est subjectif. Des frustrations. Des frustrations. Le tribunal peut saisir cela. Et moi, je pense qu'il y a des fortes chances qu'on lui donne raison. Mais c'est dommage. Il ne faut pas humilier son parti comme ça quand on aime son parti. Bion l'a dit hier. Je pense que Bion l'a insidieusement attaqué. Quand il dit que je suis militant du PDCI depuis bien longtemps, je ne peux pas nuire à mon parti. C'est dire que ce qu'elle est en train de faire, ça nuit à son parti. On a vu à quel point le PDCI était menacé. Le PDCI n'a pas pu prendre part à 100% au processus de contentieux électoral. Très bien. Alors Jean-Richard Nguessan, de la mise sous tutelle que tout le monde craignait pour la journée de ce 15 mai, on parle aujourd'hui plutôt de dédommagement à un franc symbolique. Qu'est-ce que vous inspire ce changement assez radical, sinon à 180 degrés de l'enjeu de ce procès? Moi, je me dis d'entrée de jeu qu'on aurait pu éviter tout ce spectacle. Fort malheureusement, ça aurait évoqué le comité des sages, toutes ces personnes qui sont au sein du PDCI qui auraient pu réagir. Mais est-ce que véritablement ces personnes ont réagi? Parce que quoi qu'on dise, je ne vais pas m'ériger en défenseur de Dame Valérie Yapo. A-t-elle subi des frustrations? Elle estime avoir subi des frustrations. Est-elle militante active du PDCI? Je pense qu'elle est une militante active du PDCI, puisque depuis 2004, on connaît son militantisme. Elle a été battue pour le compte du PDCI au début des années 2004. Elle a été emprisonnée en 2020, 3 semaines passées à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Elle est sous contrôle judiciaire jusqu'à aujourd'hui. Depuis 5 ans, elle ne peut pas sortir de la Côte d'Ivoire. Donc j'estime que c'est une dame qui, à un moment donné de sa vie, a donné pour le parti. Lorsqu'elle estime qu'elle est frustrée, moi je me dis que le PDC est un grand parti avec des démarches sont entreprises pour la ramener. Par certains doyens du parti, on a eu Nyongmie Nyao, des gens qui ont mené quand même des initiatives pour tenter de la dissuader de porter l'affaire devant les juridictions. Après, ce que moi je retiens, elle a été fustigée par de nombreuses personnes au sein du parti. Moi je pense qu'on aurait pu éviter toute cette situation. C'est vrai que dans le processus, le président Cham a décidé de retirer les sanctions, ce qui est une bonne chose. Maintenant, moi, j'observe, j'attends de voir. Elle a lancé le mot réconciliation. Cela montrera aussi la capacité du PDCI à une certaine ouverture. C'est vrai que ce qu'elle a causé comme acte au niveau du PDCI est décrié par bon nombre de partis, mais le parti aussi gagnerait à faire une sorte de réconciliation avec Dame Valérie Yapo. C'est ce qui aussi montre la grandeur de certains partis. C'est vrai qu'elle a traîné le parti devant les juridictions nationales, ce qui est fort dommage, mais n'empêche qu'elle estime avoir été frustrée, et je pense qu'à ce niveau-là aussi, certaines instances du parti ont failli dans leur mission de réconcilier Dame Yapo avec le parti. Très bien. Alors, on a Maître Soubi, qui est justement l'avocat du PDCI RDA, qui, pour les besoins de l'émission, nous a donné sa version des faits. Il a expliqué de façon technique les enjeux actuels de ce procès qui oppose toujours l'ex-parti au pouvoir à l'une de ses cadres qui est actuellement en dissidence. Voilà ce qu'il nous explique sur tous les enjeux de ce procès. Qu'en est-il aujourd'hui? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que le parti risque à l'horizon du 22 mai? On va le suivre dans cette intervention qui est assez longue, mais on prend le temps de très bien l'écouter. L'audience de ce matin était consacrée principalement, ou je veux dire essentiellement,
aux observations des avocats après les écritures du ministère public. Et puis nous également, le collectif des avocats du PDCI, nous avions également demandé à déposer des éléments complémentaires. Dans la procédure, Mme Valérie Yapo demandait deux choses. Premièrement, elle demandait l'annulation de la décision du conseil de discipline et deuxièmement, elle demandait l'annulation de l'élection du président Chamakate, le président du TDCI, pour cause de défaut de nationalité ivoirienne qu'il aurait perdu. Alors, il y a déjà la décision du conseil de discipline a fait l'objet d'une mesure de levée, donc a été levée par le président du parti et par le conseil de discipline. Ensuite, le président, dont la qualité de président est contestée, a dû démissionner et le doyen d'âge du président du PDCI-RDA, conformément au statut, a pris les rênes du parti. Donc nous avons dit ce matin au tribunal que toutes les demandes de Mme Valérie Yapo n'étaient plus justifiées parce que les mesures, ou du moins les actes qu'elle disait dans cette demande-là, c'est des actes qui n'existent plus. La décision du conseil de discipline a été levée. La qualité de président du PDCI, en démissionnant, donc, il a renoncé à cette qualité. Il a perdu cette qualité-là à la suite de la démission, puisque le doyen d'âge des vice-présidents est devenu président du parti. Et nous avons constaté que son avocat a donc fait une demande qui n'avait pas été faite jusque-là, qui a été faite aujourd'hui pour la première fois, où il a demandé au tribunal de ne pas suivre totalement ce que nous étions en train de dire, en disant que son action est désormais sans objet, puisqu'elle demande donc la condamnation à payer des dommages d'intérêt, elle demande un franc symbolique. Ce qu'on peut tirer logiquement comme leçon de la demande qui a été faite ce matin, c'est que je pense que elle-même ou son avocat ne semble plus remettre en cause le fait que ces deux premières demandes sont devenues sans objet et elles forment une demande nouvelle, demande d'un franc symbolique à titre de dommages d'intérêt, certainement pour que le tribunal rende forcément une décision. Donc voici le commentaire que je peux faire. La présidente du tribunal a dit donc que le dossier est mis en délibéré pour décision être rendue le jeudi prochain. Non, elle demande un franc symbolique parce qu'elle estime que la décision du conseil de discipline lui a causé un préjudice, qu'elle est une militante de très longue date et tout ça. Et nous avons pris d'abord le soin de rappeler au tribunal que la mesure disciplinaire qui a frappé Mme Valérie Yapo n'est pas une mesure personnelle, c'est pas un règlement de compte comme on a eu l'impression, je vais dire, tout ce qu'on entendait donnait l'impression qu'il y avait un problème de personne. Non, c'est une mesure qui peut frapper tout militant. Et j'ai même donné l'exemple de certains militants qui, par le passé, ont fait l'objet de sanctions disciplinaires. Ce n'est pas le parcours politique qui vous rend, qui peut vous mettre au-dessus des textes du parti. Donc, pour nous, la sanction disciplinaire était justifiée par des actes qu'elle a posés. À un moment donné, le président du parti a décidé de lever cette sanction-là. Nous ne voyons pas de préjudice qu'elle a pu subir parce que c'est en application des textes du parti que la sanction a été prise. Et cette sanction a été levée. Elle est restée sur cette sanction pendant combien de temps et quel préjudice elle a pu subir. Donc, pour nous, aujourd'hui, la demande qui est faite ne représente aucun risque pour le PDCI-RDA et nous attendons de voir la décision qui sera rendue par le tribunal. Il n'y a aucune menace judiciaire à notre sens, mais vous savez, c'est une procédure. Une décision sera rendue, mais la lecture que nous faisons aujourd'hui avec les éléments que nous avons déposés au dossier du tribunal en tant qu'équipe de défense du PDCI-RDA, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le PDCI-RDA ou le PDCI-RDA et son président, le président Tidjane Thiam, ne sont plus à l'heure actuelle sous la menace d'une quelconque sanction judiciaire ou d'une quelconque décision de justice qui pourrait venir remettre en cause le fonctionnement régulier du PDCI-RDA. À la date d'aujourd'hui, le PDCI, selon son avocat Maître Soubi, ne court plus aucun risque sur le plan judiciaire, du moins dans l'affaire qui l'opposait depuis quelques mois à l'une de ses militantes, en l'occurrence Valérie Yapo. Soro Djabiga, c'est une petite victoire quand même pour l'ancien parti unique. Oui, le verdict n'est pas encore connu, mais je pense que déjà on peut parler d'une petite victoire parce que... L'enjeu du verdict du 22 mai, ce n'est que le dédommagement à un franc symbolique. Voilà. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une petite victoire parce que ces deux plaintes qu'elle avait déposées en son temps sont aujourd'hui sans objet. Parce qu'elle a été relaxée, comme on l'a dit tout à l'heure, des sanctions disciplinaires qui pesaient contre elle, dont elle faisait l'objet.
Elle avait aussi saisi la justice à l'effet de destituer le président Tidjane Thiam pour des problèmes de légitimité et légalité à la tête du PDCI. Ce problème a été également réglé parce qu'il a démissionné. Le parti a été géré par le doyen des sages. Ensuite, il y a eu une élection qui a été organisée où il a été plébiscité à pratiquement 100%. Donc aujourd'hui, ces deux plaintes sont pratiquement sans objet. Donc dans l'affaire qui oppose le PDCI à Dame Valérie Yapo, aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Donc je pense que c'est vraiment une victoire. Et je ne sais pas, peut-être que c'est une manière de se réconforter ou de se consoler, mais je ne sais pas pourquoi elle demande d'être dédommagée, elle demande un frein symbolique. Je ne sais pas à quoi ça répond, mais je pense que c'est, comme elle a dit, c'est symbolique parce que ça sera un trophée qui sera brandi un peu partout pour dire que j'ai battu mon parti politique. Je ne sais pas quel mérite il y a là-dedans à s'en vanter, quoi. La pression est retombée sur les PDCistes. Ah oui, je pense. Et puis, quoi qu'on dise, Dame Valérie Yapo est restée constante depuis quelque temps, depuis qu'elle a signé le parti devant les juridictions. Et je me rappelle de ces phrases le 9 avril dernier lors de sa conférence de presse. Elle disait « Je ne suis en mission pour personne. Tout le monde sait au PDCI que je suis déterminé, je suis téméraire, je ne suis manipulé par personne. Je mène ce combat parce que je suis légaliste. » Et j'estime que, étant une légaliste, elle est confortée dans sa position qu'aujourd'hui, le président Tidjane Thiam vient d'être élu à l'issue du 9e congrès et il n'est plus inquiété notamment par la justice. Donc, dans ce cas de figure-là, je pense qu'elle estime qu'on peut passer à autre chose. Moi, je pense que c'est une belle chose. On aurait pu éviter toute cette situation. Puis je me dis, pour nous qui sommes attachés au programme de société, il est bien que ce imbroglio judiciaire prenne maintenant fin. Ce qu'on souhaite voir, c'est un PDCI qui est une force de proposition, c'est un président Thiam qui fait des propositions, un président Thiam, on l'avait vu avec l'IDH, mais aujourd'hui, avec cet imbroglio judiciaire, on n'arrivait plus à avoir des propositions, le programme de société traîne à sortir. Moi, je me réjouis et j'espère que le PDCI sortira assez consolidé face à toutes ces situations qui ont survenu ces dernières semaines. Alors, l'un des gros enjeux qui cristallise aujourd'hui l'actualité au PDCI, c'est bien sûr l'obtention par son président d'un certificat de nationalité. L'affaire traîne depuis quelques jours, depuis le 7 mai, selon l'un de ses conseils, Maître Rodrigue Dadje. Il a introduit une demande auprès du ministère de la Justice. Pourquoi pas au tribunal et au ministère de la Justice? Maître Soubi nous explique tout cela dans les moindres détails. Une décision avait été rendue par la présidente qui a dit qu'au regard de la procédure de l'action de Dame Valérie Yapo, en l'état, elle ne pouvait pas lui délivrer de certificat de nationalité. Quelques jours plus tard, le directeur des affaires civiles et pénales est venu pour dire que le président Tidjane Thiam est ivoirien et qu'il n'y a aucun débat là-dessus, qu'il est indiscutablement ivoirien. Et donc, nous avons un recours a été fait au niveau du ministère de la Justice parce que quand un juge refuse de délivrer un certificat de nationalité, il y a une voie de recours, c'est entre les mains du ministre. Et nous sommes aujourd'hui dans l'attente de la décision que va prendre le garde des Sceaux relativement à cette question de certificat de nationalité. Théoriquement, il n'y a pas d'obstacle parce que nous avons toujours dit que le président Tidjane Thiam est ivoirien. Il n'a jamais cessé d'être ivoirien. Il a fait l'objet de plusieurs recours de la part de plusieurs de diverses personnes, Dame Valérie Yapo, ou des électeurs qui ont contesté son inscription sur la liste électorale, qui ont estimé qu'il avait perdu la nationalité ivoirienne à un moment donné. Parce que même dans tous les recours, quand ces personnes parlent, elles vous disent, à la date d'aujourd'hui, il est ivoirien. Mais à un moment donné, il n'était plus ivoirien. Et toujours est-il qu'une demande de certificat de nationalité s'apprécie à la date où cette demande est présentée. Donc si tout le monde est d'accord pour dire que à l'heure où nous parlons, le président Tidjane Thiam est ivoirien, il ne devait pas avoir de problème pour lui délivrer un certificat de nationalité. Cheikh Tidjane Thiam aujourd'hui pleinement, entièrement ivoirien, aucun doute là-dessus. Désormais, toutes les équivoques sont levées depuis quelques mois. Après donc sa renonciation à la nationalité française, Soro Djabiga, aujourd'hui, on peut dire au PDCI que c'est la fin des ennuis judiciaires pour le champion? Non, pas totalement.
C'est vrai qu'il bénéficie pleinement de sa nationalité maintenant, après avoir renoncé à la nationalité française. Aujourd'hui, il est en phase de demander un certificat de nationalité. Il est en règle aujourd'hui. Mais il y a le grand enjeu qui vient, c'est son intégration sur la liste. Mais déjà, pour ce premier combat, depuis le 7 mai, il a fait la demande. La justice lui a refusé. Il se tourne vers le ministère de tutelle. Est-ce qu'on peut espérer, bien sûr, du côté du PDCI, qu'il ait gain de cause? Oui, on a entendu le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, par la voix d'un de ses directeurs, qui a dit que Tidjane Thiam a toujours été ivoirien. Sauf qu'il y avait un souci au moment où il déposait sa candidature pour être président du PDCI. Et là, ils ont précisé encore que maintenant il est ivoirien. Ça, c'est la justice qui le dit. Qui mieux que la justice peut expliquer? Le ministère de la Justice. Voilà, justement. Donc, il n'y a pas de souci. Tidjane Thiam aujourd'hui est ivoirien, ça ne fait plus l'objet de débat. Mais je pense que le PDCI aussi doit regarder vers le problème structurel qui le fatigue. Il faut éviter qu'il y ait ce genre de situation comme Dame Valérie Yapo et tous ceux qui ont saisi le parti ces derniers mois. Il faut éviter. On ne sait pas ce que d'autres sont en train de préparer encore sous leur chapelle. On ne sait pas à quelle sauce le PDCI sera encore cuisiné les jours, les semaines à venir. Parce qu'il faut le dire, depuis l'annonce de la candidature de Tidjane Thiam, le parti est sous l'effet des projecteurs au plan national et au plan international. Tidjane Thiam a déjà fait ses classes sur la scène politique, dans l'arène politique. Il a attaqué de partout, il a assailli de partout. On peut comprendre que c'est le jeu politique, mais il faut respecter une certaine éthique quand même. Surtout quand on est militant du parti, il ne faut pas exposer son parti, il ne faut pas tenter de le nuire. Donc aujourd'hui, Tidjane Thiam est ivoirien. Il a évoqué tout à l'heure l'autre enjeu qui vient, qui est son intégration sur la liste électorale. Je pense qu'il est en train de faire des lobbying à l'international pour pouvoir essayer de contraindre le gouvernement de les réintégrer sur la liste électorale. Parce que l'élection, ce n'est pas seulement que le vote du peuple, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Pour répondre à ta question, je confirme, parce que je me fonde sur ce que la justice a dit. Tidjane Thiam est pleinement ivoirien et donc il n'y a pas de souci, il aura son certificat de nationalité. Ce n'est qu'une formalité. Le PDCI est-il en train de s'acheminer allègrement vers une autre petite victoire avec l'obtention du certificat de nationalité par son président? Ah oui, c'est une victoire, cela est incontestable. Vous savez, depuis mars dernier, il a décidé de se départir de sa nationalité française. Donc, moi, je pense qu'il aura le certificat de nationalité, on passera à autre chose. Vous savez, la question de sa nationalité, la question avec Dame Valérie Yapo alimenté depuis plusieurs mois l'actualité. Il est temps qu'on passe à autre chose. C'est vrai que le PDC a été sous le feu des projecteurs, notamment le président Tidjane Thiam. Aujourd'hui, ce qu'on a envie de voir, comme je le disais il y a de cela quelques instants, c'est un Tidjane Thiam qui est une force de proposition. C'est vrai que Soro l'a dit, l'autre défi qui attend le PDCI RDA, c'est sa réinscription sur la liste électorale. Mais c'est une autre paire de manches, c'est un autre combat que le parti va devoir mener. Et à côté de lui, ce n'est pas que le PDC qui va mener ce combat, c'est toute l'opposition ivoirienne. Parce que vous convenez avec moi que le PPACI, avec son champion, a le même problème. Au niveau du GPS, c'est le même problème. Avec Blé Goudé, c'est également le même souci. Donc on attend de voir ce qui adviendra des semaines à venir. Mais déjà, on est plus ou moins satisfait de cette situation-là, de cette lisibilité qu'il y a aujourd'hui au niveau du PDCI RDA. Je pense que le parti a été tiraillé, a connu beaucoup de situations assez douloureuses, mais aujourd'hui, on est plus ou moins heureux que les choses se passent bien pour le PDCI RDA, notamment pour Tidjane Thiam, qui, quoi qu'on dise, est un Ivoirien depuis bien longtemps, parce qu'on connaît plus ou moins tous les responsabilités, les hautes responsabilités notamment, qu'il a occupées au niveau de la Côte d'Ivoire. On va terminer avec cette interrogation. Le 11 mai, tard dans la nuit, il y a de cela donc moins d'une semaine seulement, le président du PDCI RDA, depuis la France où il séjourne actuellement, depuis un peu plus de mois, surprenait tout le monde en annonçant sa démission de ses fonctions de président du parti, et il remettait son mandat entre les mains du parti, mandat récupéré par la suite par le doyen des vice-présidents en la personne de Nkomo Mobio. Aujourd'hui, avec le procès du 15 mai qui s'est carrément dégonflé, visiblement il n'y a pas eu matière à concentrer l'attention des médias sur cette audience. Est-ce qu'on peut dire que la stratégie de Thiam a été payante, Soro Djabiga? Oui, la stratégie a été payante. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dame Valérie Yapo fait cette fuite en avant pour demander qu'on la dédommage. Parce que c'est une mesure de contournement que le président Tidjane Thiam a mis en place en démissionnant
et en permettant au doyen des sages de pouvoir prendre le devant des choses, réorganiser. Plus on lui reprochait de ne pas être légitime et légal à la tête du parti. Donc là, pendant qu'il bénéficie à 100% de la nationalité ivoirienne, on réorganise un autre congrès et on le vote à un pourcentage exorbitant. On démissionne un dimanche nuit. Oui, les tests du parti, un mercredi en matinée. Oui, les tests. En cours de journée. Oui, les tests ne sont pas contre cela. Vous savez, avant de poser des actes en tant que président, forcément, il consulte son conseil juridique et on scrute les textes pour voir si on n'est pas contre, on ne se met pas à l'opposition de ce que les tests disent. Moi, je peux vous assurer que je suis témoin oculaire. J'étais sur les lieux au moment où on rédigeait. J'ai eu la chance d'être présent sur les lieux où ils étaient en train de rédiger le communiqué du doyen Nkumu Mobio. J'ai eu le privilège d'être le premier journaliste à avoir donné l'information, l'exclusivité de l'information de la démission de Tidjane Thiam. Félicitations, Richard. Merci. Donc c'est pour vous dire que c'est un acte stratégique qui n'a pas forcément influencé la décision de la juge, mais qui a assuré désormais la légitimité et son ancrage légal à la tête du PDCI, son ancrage indiscutable à la tête du PDCI. On informe tous ceux qui nous suivent qu'ils ont la liberté de contribuer au débat en intervenant sur le fil d'actualité, sur le fil du direct qui est en cours, sur nos différentes plateformes Facebook, X et autres. Et vous avez aussi la possibilité de poser vos questions au numéro WhatsApp qui s'affiche sur votre écran. La réalisation va donc le positionner. Jean-Richard Nguessan, aujourd'hui, Thiam qui a réussi un peu à prendre ses adversaires de court. Il démissionne. Moins de 72 heures plus tard, il reprend le contrôle du parti, un peu comme une action finement calculée. Est-ce qu'il n'apparaît pas, dans une certaine mesure, pour certains, comme un génie politique, pour ses partisans ou pour ses détracteurs, il pourrait peut-être paraître comme une sorte de manipulateur? Je pense que le PDCI avait plus ou moins une idée de la décision de justice. Donc, le PDCI a fait preuve de sagesse en contournant cette difficulté. Je pense que le parti a usé de stratégie. Et pour ma part, on sait aussi tous que le parti est marqué depuis plusieurs mois par des tensions, il y a des contestations. Moi, je pense que c'est une belle stratégie du président Tidjane Thiam. Et il montre qu'aujourd'hui, il a plus ou moins une connaissance assez pleine de la réelle politique. Parce que lorsqu'il venait dans la politique, il a été beaucoup critiqué, insulté, vilipendé. 23, effectivement. Et aujourd'hui, il montre qu'il a une visibilité au niveau du champ politique. Je pense que c'est une bonne chose. Mais moi, je me pose une question. Est-ce que ce nouveau chapitre va refermer définitivement les procédures judiciaires? Est-ce que Thiam est dans une légitimité incontestable? Nous l'espérons. Moi, j'ai envie de poser une question pour abonder dans ton sens. Quand Dame Valérie Yapo parle aujourd'hui de réconciliation, qu'elle dit que plutôt que de l'insulter, ils auraient pu l'inviter sur la table des négociations pour pouvoir se réconcilier. Est-ce qu'aujourd'hui, le PDCI pourra pardonner à Dame Valérie Yapo? Est-ce qu'elle pourra reprendre sa place au sein du bureau politique et mener les activités politiques avec le PDCI? Est-ce que c'est encore possible? La tradition du parti a toujours été le dialogue, l'intégration des militants égarés. Il appartiendra au président Tidjane Thiam de prendre de la hauteur en dépit de tout ce qui s'est passé. Vous savez, nos politiques ont ce champ lexical de la réconciliation, de la cohésion nationale. Oui, mais par moment, dans les faits, on peine à le voir. Soyons réalistes, elle a quand même demandé à mettre le parti sous tutelle. Elle a carrément menacé l'existence du parti. Moi, je me rappelle qu'elle dit dans sa conférence de presse du 9 avril dernier qu'elle ne l'a jamais demandé, que c'est une imagination des avocats au sorti. Et qu'elle avait répondu notamment à une question du juge qui demandait si le président Tidjane Thiam sautait, il y avait une sorte de voir les différents schémas. Et elle avait proposé le doyen d'âge. Et jamais elle ne l'avait... C'est ce qu'elle estime avoir dit pour ne pas m'ériger. Si le procès avait eu lieu, effectivement, le 8 mai, comme initialement arrêté par la justice, le PDCI aurait sans doute été mis sous tutelle. Oui, mais nous avons été reçus même par le doyen qu'elle avait proposé pour pouvoir gérer la tutelle. Il n'est pas loin. Il nous a reçus, il a fait une déclaration où il a dit qu'il ne se reconnaissait pas en ce qu'elle disait.
Donc c'est pour dire qu'effectivement, elle avait proposé de mettre le PDCI sous tutelle. Elle a dit. On va évoluer vers le second sujet de cette émission. Ibrahim Traoré, AES, souveraineté et présidentielle en Côte d'Ivoire. L'africanisme ouvre le débat qui est en cours depuis 20 heures. GMT sur les réseaux sociaux. Alors là-dessus, tout d'abord, je me tourne vers vous, Jean-Richard Nguessan. Comment est-ce que vous comprenez la souveraineté version AES qui est beaucoup critiquée dans sa pratique par les observateurs de la vie politique de notre sous-région? Vous savez, c'est une expression qui, pour ma part, est de plus en plus galvaudée et mal appréhendée. Vous savez, pour ce que je sais du souverainisme ou encore du panafricanisme, c'est un mouvement non seulement d'affirmation et de réappropriation politique et culturelle, mais de l'identité de l'Africain que nous sommes. Mais fort malheureusement, avec la situation que vit certains pays, notamment le Burkina Faso. Là, vous venez de définir le panafricanisme. Effectivement. Pour revenir à la notion de souveraineté. Mais pour revenir à cette notion-là, vous savez, qu'on le veuille ou pas, ces différents pays estiment qu'à un certain moment, l'Occident ou encore même les pays voisins ne doivent pas regarder à la situation de leurs différents États. Mais moi, je reste plus ou moins surpris. Par moments, on parle de souverainisme, mais quand on voit des actions menées, quand on voit des dispositions prises, quand on voit ce qui se passe notamment au Burkina Faso, où on fait allégeance à une certaine puissance, en chantant l'hymne national de ce pays, en déifiant même le président Poutine, je pense que je ne sais pas de quel souverainisme on parle. Moi, je me pose des questions véritablement sur la définition. Les contrats d'exploitation aurifères sont cédés à des sociétés de droit russe, là où on estime que quand en Côte d'Ivoire, lorsqu'une entreprise française décroche un marché local, tout de suite, c'est un scandale. Moi, je me pose véritablement des questions sur la définition exacte de cette expression par ces différents putschistes, mais on attend véritablement de voir. Qui certainement a quelque chose à nous dire là-dessus. Vous avez posé la question tout à l'heure, vous avez demandé la souveraineté version AES. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Mais pourquoi oui, on le dit parce que tel que ces trois putschistes, ces trois présidents, ils ont très souvent tendance à critiquer, eux et leurs partisans d'ailleurs, à critiquer, à dénoncer les autres pays de la sous-région lorsque ces derniers collaborent avec la France. Pour peu qu'une entreprise française se signale en Côte d'Ivoire ou au Bénin, on dit tout de suite, voilà, ils sont vendus. Alors que de l'autre côté, lorsque la Russie obtient vraiment de très larges parts de marché dans des secteurs hyper stratégiques, on estime qu'on est dans le canevas de la souveraineté. Vous savez, effectivement, vous avez raison de poser la question de la souveraineté version AES. Parce que moi, je vais aller plus loin, je vais dire la souveraineté version Afrique. Parce qu'il y a deux notions. Il y a la souveraineté même d'abord, qui est la dominance d'un État sur son territoire et sur son peuple, sans la dépendance extérieure d'une puissance. La souveraineté se décline sous plusieurs angles. Il y a la souveraineté politique, le pouvoir politique de l'État en question, de pouvoir prendre ses décisions et de pouvoir choisir ses partenaires. Il y a la souveraineté économique, le pouvoir politique, le pouvoir qui lui permet de pouvoir exercer ses activités économiques sans être influencé par une puissance que ce soit. Il y a la souveraineté aussi culturelle qui permet à l'État de pouvoir promouvoir sa culture, sa langue et tout ce qui concerne sa culture à proprement dit. Il y a la souveraineté économique aussi, j'ai oublié d'aborder la question de la monnaie, qui est un élément de la souveraineté d'un pays. Mais sous nos cieux, nous avons tendance à lier la souveraineté à la lutte anticoloniale. Nous avons tendance à lier la souveraineté à la lutte aux puissances étrangères ou à la revendication d'un développement. Le développement ne doit pas venir d'un autre pays. Le développement doit être l'affaire de tous les ressortissants du pays, doit être l'affaire d'une stratégie. Mais aujourd'hui, nous sommes un peu complexés par la pauvreté endémique qui anime notre pays, nos territoires depuis la nuit des temps. On a parlé aussi du panafricanisme, j'aime à le dire, le panafricanisme c'est la solidarité économique, culturelle, politique, c'est tous les éléments que vous voulez, entre les peuples africains. Malheureusement, ça encore, ça a été mal interprété. Aujourd'hui, quand on parle de panafricanisme, on regarde des peuples qui chassent les Français, on regarde des peuples qui chassent les Occidentaux. Non, il ne faut pas mal interpréter la chose. Il ne faut pas lier les luttes, à des leaders. C'est comme cela que définissent le panafricanisme. Dès qu'un leader quelconque commence à injurier la France,
on l'appelle panafricaniste. Excusez-moi, il y a des gens qui il y a des gens quand même qui ignorent ces notions-là. Et vous savez, oui, des présidents. Vous savez, sous nos cieux, nos peuples sont majoritairement analphabètes et les peuples sont beaucoup influencés par le politique. Mais que dire lorsque non, laissez-moi. Les putschistes abondent dans le même sens que cela en traitant tous ceux qui insultent la France de panafricanistes. Ceux que vous appelez putschistes, ceux qu'on essaie d'idéaliser, ceux qu'on essaie d'encenser, ils collaborent aussi avec des putschistes. Ils collaborent avec des putschistes. C'est-à-dire que nos intellectuels, nos élites même doivent être honnêtes dans ce que nous traversons en ce moment pour qu'on puisse comprendre la chose. Le panafricanisme n'est pas une mauvaise chose en soi. La lutte pour la souveraineté n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais malheureusement, aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, quand on arrive dans les périodes électorales, nous sommes obligés de compter avec l'ingérence d'autres puissances, d'autres organisations internationales qui sont promptes à nous donner des leçons, qui sont promptes à nous proposer des subventions pour pouvoir organiser des élections. Tout ça, c'est pas, ça cadre pas avec la souveraineté. Juste avant de passer la parole à Jean-Michel Nguessan, je vous laisse remarquer que vous êtes parmi les plus fervents opposants à la façon dont la démocratie est exercée en Côte d'Ivoire. Vous critiquez très souvent le pouvoir en place, mais en même temps, je viens. Enfin, je parle de vos positions sur le plateau et on la respecte. Seulement, c'est que en même temps que vous critiquez cela, en même temps que vous demandez que l'étranger ne reste pas indifférent à ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, on ne peut pas demander à l'autre d'intervenir pour recadrer. Aujourd'hui, on parle de Tidjane Cham. Vous avez coutume de dire que vous espérez que l'extérieur intervienne. En même temps, vous demandez qu'il ne se mêle pas de nos affaires intérieures. Quand un peuple est opprimé, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on se pose un peu la question. Il y a quand même du paradoxe dans les positions que les gens soient encadrées. Il y a des organisations internationales qui existent pour pouvoir préserver la paix. Il y a des organisations internationales qui existent pour pouvoir garantir la justice sociale et le respect des droits humains. Ces organisations sont là et nous avons tous ratifié, quand ils disent nous, ils parlent de tous les pays africains, nous avons tous souscrit, nous avons tous ratifié auprès de ces organisations-là. Donc, quand ces organisations essaient d'intervenir dans nos pays, ça, c'est pas un modèle. Voilà, c'est pas de l'ingérence. On a créé l'ingérence humanitaire, justement, pour pouvoir contrer tous les dictateurs en son temps qui brandissaient l'ingérence, qui brandissaient la non-ingérence dans nos affaires des États. L'ingérence humanitaire, c'est une doctrine occidentale pour piétiner les droits des peuples africains. C'est pas moi qui ai créé l'ingérence humanitaire, hein, c'est tous les pays, même les États africains ont souscrit à cela. Vous savez, je ne suis pas en train d'encenser. Très bien. Non, je viens, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train d'encenser. Malheureusement, le temps. Oui, donnez-moi juste 2 minutes. Je ne suis pas en train d'encenser les pays de l'AES. C'est un peu trop 30 secondes. Voilà, je ne suis pas en train d'encenser les pays de l'AES parce que je ne soutiens pas les coups d'État. Voilà, je ne soutiens pas les coups d'État. Mais je dis qu'il faut être objectif. Faut pas encourager un coup d'État. Il ne faut pas diaboliser un coup d'État et puis encourager un autre. Et ça crée des frustrations et les frustrations envoient forcément des révoltes. On va accélérer sur cette question parce que dans le même temps, on assiste dans ces différents pays sahéliens à une sorte de déni, sinon même d'inhumation de la démocratie. Lorsque dans un pays comme le Burkina Faso, les partis politiques sont interdits d'exercer leurs activités, depuis l'accession au pouvoir d'Ibrahim Traoré en septembre 2022, lorsqu'un homme politique critique une action posée par la junte au pouvoir, tout de suite, il a deux sorts qui lui sont réservés, soit envoyé au front, soit incarcéré. On dénonce même par moments des disparitions, tout simplement. Et dans le même temps, au Mali, on a la recommandation cela m'échappe un peu, récemment, de la société civile, un truc comme ça, qui récemment préconisait la dissolution pure et simple des partis politiques pour permettre à la junte d'aller, sinon Assimi Goïta plus précisément, de remplir pour 5 ans de gouvernance sans élection, et cela renouvelable, selon eux, tant que le pays n'est pas libéré de l'insécurité djihadiste. Votre commentaire sur ce déni de démocratie auquel on assiste non seulement au Burkina, au Mali, mais également au Niger? Vous savez, voici 3 personnalités qui ont pris le pouvoir et qui peinent à remplir leurs engagements ou à tenir des promesses données aux populations, que ce soit au Mali, au Burkina ou encore au Niger. Et ils sont dans une sorte de, je vais dire, de déni en quelque sorte. Et vous savez, la notion de panafricanisme, de souveraineté, depuis 1960, a toujours passionné les populations. Et vous savez, en Afrique, on reste attaché à ces différentes notions. Et je pense que ces 3 personnalités ont décidé, pour ma part, de surfer sur ces différentes notions pour détourner les populations de l'essentiel.
on peut plus ou moins être dans une démocratie et parler de panafricanisme et de souveraineté. Et puis, pour ma part, quand on parle de panafricanisme, aujourd'hui, on est dans une société où, quoi qu'on dise, on est dans un monde mondialisé. Et pour ma part, je pense que la souveraineté doit prendre en compte non seulement l'aspect économique, les questions monétaires, mais aujourd'hui, vous parlez en même temps de panafricanisme, de souveraineté, et vous décidez de sortir de certaines organisations, vous décidez de créer votre propre monnaie. De quel panafricanisme parle-t-on? De quelle souveraineté? Le projet monétaire de l'ECO, c'est l'illustration même du panafricanisme monétaire africain. Effectivement, et c'est ce que nos pères, au début des années 60, ont défendu, notamment Kwame Nkrumah. Même à l'origine de la création de la CEDEAO. Et effectivement, il estimait à l'époque qu'il fallait briser ou annuler carrément toutes les frontières africaines. C'est vrai qu'en 1964, il y a une résolution de l'Union africaine qui interdisait le fait qu'on ne devait pas modifier les frontières héritées de la colonisation. Absolument. Mais n'empêche que je me dis que ces personnes, notamment Ibrahim Traoré, Assimi Goïta ou encore Tchani, parlent de panafricanisme, parlent de souveraineté, mais dans les faits, ce qu'il nous est donné de voir est tout à fait le contraire que du panafricanisme et de la souveraineté. Alors une question assez rapidement, Soro Diabégué, il nous reste à peine une dizaine de minutes pour terminer cette émission. Au Burkina Faso, on observe depuis quelques semaines une recrudescence des attaques djihadistes. Elles se font de plus en plus audacieuses. Avant, c'était quelques embuscades que tendait le GENIM aux patrouilles de l'armée. Aujourd'hui, Diapaga, qui hier a été le théâtre, même pendant 48 heures, d'incursions très audacieuses. On a pillé la gendarmerie locale, on a carrément saccagé la principale base militaire, idem pour Djibo, qui a connu un carnage sans précédent il y a de cela quelques jours. Mais qu'est-ce qui se passe pendant qu'on s'accroche au pouvoir dans les capitales, dans le même temps à l'intérieur du pays, même à quelques centaines, à moins de 100 km de Ouagadougou, des incidents sécuritaires sont signalés. Est-ce que l'on ne s'achemine pas vers un risque de déflagration dans ces différents États? Le risque est réel. Et le risque ne concerne pas seulement que le Burkina, le Mali ou le Niger, la Côte d'Ivoire, tous les pays qui en sont. Voilà. Et c'est vraiment dommage. Ces derniers événements que vous avez évoqués sont vraiment catastrophiques. On a pu voir des images qui... Mais la presse officielle nie, tout autant que le gouvernement. Oui, mais sur les réseaux sociaux, vous savez, aujourd'hui, avec le monde virtuel que nous avons, il est impossible de cacher des choses. Nous avons pu avoir ces informations, on a vu ces images. Et malheureusement, cela est dû à la montée en puissance du djihadisme dans le Sahel. Aujourd'hui, les djihadistes ont accès à une ouverture qui leur permet d'avoir une assise dans un territoire au niveau du Sahel et d'exercer. Mais ce qui est pesant, ce qui est gênant, c'est la façon dont ils arrivent à avoir accès à des armes sophistiquées, à des moyens de technologie. Par les embuscades. Oui, j'ai pu voir, non, avant même qu'on annonce récemment qu'ils arrivent à s'approvisionner. Non, c'est pas récent, les embuscades. Non, je ne parle pas des embuscades. Je parle pas des embuscades. Voilà, il y a 2 ans ou 3 ans de cela, j'ai pu voir dans le Sahel un terroriste qui arrive à crypter la communication de l'état-major du Burkina avec un simple poste radio. Et on se demande mais où ils ont pu acquérir une telle technologie. Après, là, ça pose le débat de qui sont les terroristes. Justement, ceux qui intègrent les rangs de ces groupes-là, ce sont des gens de toutes catégories sociales. Il y a des ingénieurs, il y a des gens qui sont formés. On sait par exemple que le génie fait que certains groupes djihadistes sont dans des zones qui sont proches de la frontière algérienne, libyenne et autres. Aujourd'hui, malheureusement, cela est dû à les efforts sont réels. Le Burkina, le Mali, le Niger font des efforts pour pouvoir sécuriser les pays. Peut-être que ces efforts ne sont pas suffisants. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a enregistré ces derniers événements que nous avons vus les 2-3 ces derniers jours, notamment au Burkina Faso. Mais c'est une situation... Et même au Niger. Oui, c'est une situation qui touche d'autres pays même qui ne sont pas forcément des pays qui sont dirigés par des jeunes. Comme le Bénin et le Togo également. Est-ce qu'on peut y aller, pour aller plus rapidement, parce qu'on a très peu de temps, on doit parler de la Côte d'Ivoire, justement, en lien avec la situation dans le Sahel. Quelle solution peut-on entrevoir en 1 minute, Jean-Richard, pour sortir de la gangrène? Parce qu'on ne cesse de le rappeler sur ce plateau, cela nous concerne tous. Bon, j'estime pour ma part que cette notion de souveraineté est
a une incidence sur la sécurité, que ce soit au Mali, au Burkina ou encore au Niger. Parce que je me dis que ce combat contre le terrorisme, c'est un combat qui ne se gagne pas seul. C'est un combat qui doit amener toutes les populations et non seulement nos États à être dans une sorte de solidarité, d'une sorte de communication de l'information. Et pourtant, ce qu'on observe, c'est qu'au niveau du Burkina Faso, il y a pratiquement des mésententes avec la Côte d'Ivoire, avec certains pays, que ce soit avec le... On observe également des mésententes avec le Bénin également. Alors que j'estime qu'il faut... des groupes djihadistes qui ont pour base arrière le Burkina Faso. Alors qu'il faut dans ce combat-là de la solidarité. Et malheureusement, il n'y a pas de solidarité. Les informations entre États ne circulent pas. Donc, il va sans dire que forcément, il y aura des attaques. Alors que s'il y avait une sorte de solidarité, de partage d'informations, il y a des attaques que les populations ou encore l'état-major burkinabé auraient pu éviter. Alors, la question que je vais vous poser à tous les deux avant qu'on ne boucle cette émission, c'est par rapport à la présidentielle que la Côte d'Ivoire attend d'organiser dans quelques 5 mois maintenant. Comment assurer une élection apaisée pour ne pas amplifier, bien sûr, les risques de déstabilisation dans la sous-région? La Côte d'Ivoire, qui est considérée comme le point d'ancrage de la stabilité dans la sous-région ouest-africaine, du moins francophone, et même anglophone, hein, parce que même le Nigeria est traversé par plusieurs conflits qui émaillent son territoire. La Côte d'Ivoire fait véritablement figure de modèle, de phare. Dans un pays comme cela que tout le monde cherche à préserver, on s'achemine malheureusement vers un scrutin qui pourrait être agité avec l'exclusion de certains candidats, en même temps avec le dialogue politique qui semble n'être souhaité que par l'opposition. Enfin, c'est assez compliqué tout ça. Comment éviter à notre pays de basculer dans la violence au risque de se retrouver lui-même empêtré dans un conflit djihadiste? Vous savez, dans le contexte électoral que nous connaissons en ce moment, le problème judiciaire qui est dénoncé par l'opposition est plus menaçant que la question de la sécurisation de l'élection elle-même. Vous avez vu l'Africa Forum CO qui a été organisé avant-hier et hier à l'Hôtel Ivoire. Nous avons vu le discours du président de la République. Fondamentalement, d'après mon analyse, il y a 2 raisons fondamentales qui ont poussé la Côte d'Ivoire à organiser cet événement-là. D'abord, pour réaffirmer le positionnement de la Côte d'Ivoire en tant que pôle économique et sous-puissance dans la sous-région. Deuxièmement, pour rassurer les bailleurs de fonds, pour rassurer les investisseurs, pour dire que le processus électoral ne viendra pas perturber la sécurité de vos biens, voilà, la trajectoire. Et effectivement, le président de la République n'a pas caché cela. Aujourd'hui, presque tous les pays qui nous entourent aujourd'hui, à l'exception peut-être du Ghana, sont aujourd'hui menacés par la menace djihadiste ou d'autres problèmes. Merci. Ou d'autres problèmes, justement. Mais la Côte d'Ivoire quand même arrive à préserver sa sécurité et c'est un modèle. Donc aujourd'hui, le problème de sécurisation de la Côte d'Ivoire est vraiment géré, ça il faut le reconnaître. Mais il y a le problème, la polémique qui est liée à la crédibilité de la CEI, le manque de confiance. Le risque d'implosion. Le risque d'implosion. L'opposition ne cesse de répéter tous ces éléments-là. Les religieux ne cessent de le répéter. Il faut auditer la CEI. Je ne sais pas pourquoi ça dérange. Et cette question, tant qu'on n'y parvient pas, il sera difficile d'organiser des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Jean-Richard, vous savez, moi je me dis que le défi sécuritaire est immense aujourd'hui pour nos différentes nations. Au-delà des élections qui se profilent à l'horizon, je pense pour ma part qu'on ne doit pas perdre de vue l'essentiel. Pour ma part, l'essentiel reste la sécurité de la Côte d'Ivoire. Il a évoqué le discours du président à ce forum international et le défi sécuritaire pour la Côte d'Ivoire reste immense. Le président l'a dit, repositionner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un havre de paix, c'est vrai, mais aujourd'hui on voit les terroristes qui menacent constamment le Burkina Faso. Ils sont à nos portes, c'est en cela que nos politiques doivent faire preuve de sagesse. La Côte d'Ivoire est dans le viseur. La Côte d'Ivoire, ah oui, même depuis 2015. C'est pour ça qu'il faut saluer, quoi qu'on dise, en dépit des critiques. Gouverner, c'est vrai, c'est décevoir, mais au plan sécuritaire, la Côte d'Ivoire a fait énormément d'efforts. Le pouvoir a fait énormément d'efforts. Aujourd'hui, la coopération des partenaires bilatéraux, notamment la France, les États-Unis. Effectivement, c'est vrai que certains pays, notamment le Burkina Faso, le Mali, encore le Niger, critiquent la Côte d'Ivoire au regard de ces partenariats qu'il y a. Mais ces partenariats-là contribuent à maintenir la Côte d'Ivoire dans une certaine paix. C'est ce qu'il faut saluer. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre en autarcie.
Il faut forcément avoir des collaborations militaires, sécuritaires. Eux-mêmes le font avec la Russie. Ah oui. Malheureusement, pourquoi empêcher la Côte d'Ivoire de le faire? Mais ils critiquent constamment. Ils ne peuvent d'ailleurs pas le faire, mais je veux dire, ils critiquent constamment comme si la Côte d'Ivoire n'était pas souveraine à choisir librement ses partenaires. Ils estiment. Vous choisissez la Russie, vous allez faire allégeance à Poutine, c'est votre droit, c'est votre choix. La Côte d'Ivoire a le droit de coopérer avec la France. C'est notre droit, c'est notre choix. Qu'on sort du panafricanisme et de la souveraineté lorsqu'on collabore avec la France. Et ça, c'est... Vous voulez attribuer des propos? Non, mais on le voit constamment. On le voit constamment. Malheureusement, l'Intelligent Club s'est terminé. Je sais que Soro Djabiga avait beaucoup à dire, mais le temps joue contre nous. C'est sur ce sujet qu'on va se dire au revoir en espérant se retrouver demain en pleine forme pour d'autres débats sur l'actualité nationale et internationale. Au revoir.